Bonjour et bienvenue dans ce podcast Destination Amérique du Sud, l'émission qui vous fait voyager depuis chez vous. Toute l'équipe des agences Voyage Exception et moi-même sommes ravis de vous faire découvrir l'Argentine, le Chili, la Bolivie, le Pérou et le Paraguay. Au travers des 4 rubriques de ce podcast, nous vous donnons un aperçu des merveilles à explorer de ces destinations. Dans ce nouvel épisode, on vous emmène d'abord avec Marie-Lise dans les hauteurs andines de la Puna argentine. Puis Fabien nous dit tout sur la culture gastronomique de Chiloé, cette île du sud du Chili à l'identité forte et aux paysages caractéristiques. On parle ensuite avec Victoire, membre de l'équipe de Voyage Exception, avec qui on découvre la région du nord-ouest argentin et qui nous donne ses meilleurs conseils de voyage pour explorer la ville de Salta et les villages et vallées environnants. Enfin, on termine par une recommandation culturelle si vous souhaitez en savoir plus. On commence tout de suite avec notre carnet de voyage. Ce mois-ci, on suit Marie-Lise dans le nord de la mythique route 40 qui longe les Andes du nord au sud de l'Argentine. Aujourd'hui, on s'aventure dans les petits villages, anciennes mines et paysages minéraux et colorés de l'altiplano argentin, à l'extrême ouest de la province de Salta. Bonne écoute! On vous emmène à Tola Grande, l'inatteignable du nord-ouest argentin. Nous nous sommes aventurés dans les hauteurs arides de la Puna argentine, à la découverte du village de Tola Grande, des mines abandonnées de la Causalia et Julia, et des paysages aux allures martiennes caractéristiques du salar d'Arizaro. La région de la Puna est préservée du tourisme de masse car les conditions climatiques et l'état du terrain demandent une préparation sérieuse qui peuvent en décourager certains. Pas de réseau, peu de passages, des carrefours sans indication, des températures qui chutent la nuit, un terrain instable où il est facile de s'embourber ou de crever un pneu. Autant de raisons qui peuvent repousser les plus timides, mais attiser le sentiment d'aventure chez d'autres. Pour nous, c'est l'appel de l'aventure qui a été le plus fort, et accompagné de notre chauffeur-guide, nous nous sommes donc levés un petit matin et nous avons mis cap sur Tola Grande. Nous nous étions préparés mentalement pour accomplir un Paris-Dakar, mais la réalité était bien différente. Nous avons été surpris de découvrir un chemin praticable qui nous a conduits sans encombre à notre destination en près de 4 heures de piste. Quel voyage époustouflant! Chaque tournant, chaque colline nous révélait un paysage bien différent du précédent. Ayant dormi à San Antonio de los Cobres, nous sommes d'abord passés par le fameux Salar de Pocitos. Il s'agit de l'une des plus grandes étendues de sel de la Puna australe, au bord de laquelle habitent une quinzaine de familles. Ce petit village sert de relais aux entreprises minières qui ont de nombreux sites d'exploitation dans les environs. Nous ne nous attardons pas longtemps et après avoir regonflé nos pneus et bu un café bien mérité, nous voilà repartis. Entre 2 tournants, nous croisons des vigognes, une espèce qui vit dans les hauteurs andines à plus de 3200 mètres d'altitude. Nous en croiserons tout au long de notre périple, souvent en petits groupes, se fondant de par leur pelage dans les couleurs chaudes de la région. À l'exception d'un petit renard et de quelques oiseaux, ce seront les seuls animaux que nous croiserons dans cette région aride. Juste avant d'atteindre le village de Tola Grande, nous nous arrêtons pour nous rendre au plus près d'une des grandes attractions des environs, les Ojos de Mar, yeux de la mer. La métaphore est bien choisie, car alors qu'on croirait apercevoir 2 flaques d'eau, et on discernerait au centre de ces flaques 2 pupilles. Ces pupilles sont en réalité les 2 gouffres que l'eau a creusés dans le sel, et la couleur blanche de celui-ci contraste avec le bleu profond de l'eau. Nous sommes seuls autour de cette merveille géologique, une chance inouïe dans ce monde qui est de plus en plus visité. Le village de Tola Grande est authentique, et tout est organisé pour les familles qui y vivent, en arrière-ligne des exploitations minières présentes dans les alentours. Depuis le village, il est possible de faire un aller-retour rapide pour voir le cono de Arita, un cône situé au milieu du salar de Arizaro, qui demeure un mystère géologique. Nous revenons de cette courte expédition alors que le soleil commence à baisser et que cette belle journée se termine sous un ciel enflammé. Le lendemain, nous voilà repartis de bonne heure pour visiter les mines abandonnées de la Causalia et Julia. Nous arrivons à destination après 3h30 de voiture dans le désert. Il s'agit d'un ancien village qui servait de centre de traitement du soufre extrait à la mina Julia. L'endroit fut déserté dans les années 70, alors que la demande globale en soufre diminue. Nous passons les portes du village avec les fenêtres encore fermées. Nous sommes saisis par la forte odeur de soufre qui enrobe les nouveaux visiteurs.
Le sol est jaune et des détritus jonchent le sol. Cependant, il ne s'agit pas de déchets auxquels nous sommes habitués en bons citadins, et on trouve de tout. Des barils rouillés, des bouts de charpente, d'anciens wagons de mineurs, une vieille semelle de chaussures, des restes de plaines de jeux. Lorsque le centre d'exploitation de la mine Julia a fermé en 1977, environ 2000 habitants habitaient dans le village de la Causalia. Une ONG active jusqu'en 2005 a été créée dans le but de relancer l'activité du village en favorisant le tourisme. La Causalida et ses environs ont été ainsi déclarés monuments historiques, ce qui explique que les lieux aient été laissés en état. Le temps semble s'y être figé, créant une atmosphère quelque peu mystérieuse et intrigante. Nous remontons vite en voiture car nous voulons avoir le temps de pousser la promenade jusqu'à la Mina Julia, située à 30 km de là. Cette mine se trouve à 5200 mètres d'altitude et il est rare de pouvoir s'aventurer aussi haut en voiture. Quand nous arrivons au sommet, le vent nous envoie une claque. Chaque pas nous rappelle le défi que nous nous sommes lancés tout en nous permettant de savourer d'autant plus le paysage qui s'offre à nous. La Mina Julia domine sur un flanc de montagne jaune chrome, d'un côté l'Argentine, de l'autre le Chili. Lorsqu'on regarde du côté argentin, on peut apercevoir un long chemin blanc qui correspond à celui emprunté par le téléphérique emmenant le soufre à la Causalia. De l'autre côté du flanc de montagne, on a une vision magnifique sur le volcan Lulailiaco, au sommet duquel furent retrouvées les 3 momies d'enfants incas aujourd'hui exposées à Salta. Au bout du terrain, on peut rentrer dans un petit tunnel creusé dans la montagne de soufre qui donne accès à une vue impressionnante sur le Chili et le volcan. Une expérience inouïe et un peu intimidante. Chassés par le vent et le temps qui s'écoule, nous reprenons la route. Après un bon repas partagé dans le village de la Causalia, nous repartons pour Tolar Grande. Nous y dormirons une dernière nuit avant de redescendre vers San Antonio. La région de Tolar Grande vaut à elle seule le voyage. Il faut vous préparer correctement et il est impératif d'y aller avec un chauffeur guide. Cependant, une fois les précautions prises, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ou au contraire, bien ouverts. Merci d'avoir écouté notre carnet de voyage. Passons à présent à notre rubrique Nulle part ailleurs. Aujourd'hui, Fabien nous parle de la culture gastronomique typique d'une île emblématique du Chili. Bienvenue à Chiloé, située dans la région des lacs et volcans, aux portes de la route australe. On y découvre des villages de pêcheurs, avec leurs maisons sur pilotis, des espaces naturels protégés, ainsi qu'une cuisine caractéristique qui n'aura plus de secret pour vous. Aujourd'hui, cap sur l'île de Chiloé, au Chili, pour découvrir sa culture gastronomique unique. Préparez vos papilles, car nous allons explorer les origines de cette cuisine, son savoir-faire ancestral, les plats typiques et les meilleurs endroits où les déguster. Situons d'abord l'île de Chiloé. Nichée au sud du Chili, Chiloé est la plus grande île de l'archipel qui porte son nom, située dans la région des lacs. Elle est entourée par l'océan Pacifique à l'ouest et le golfe d'Ancud à l'est. Le climat de Chiloé est océanique tempéré, caractérisé par des hivers doux et humides et des étés frais et brumeux. Ces paysages sont d'une beauté époustouflante, mêlant collines verdoyantes, forêts luxuriantes, plages sauvages et charmants villages de pêcheurs. Ce cadre naturel exceptionnel a une influence directe sur la gastronomie de l'île. Commençons par les origines de la cuisine chilote. L'île de Chiloé a une histoire riche et complexe, influencée par les cultures indigènes, en particulier les Mapuches et les Chonos, les premiers habitants de l'île. Les Chonos étaient des nomades marins qui vivaient de la pêche et de la cueillette, apportant des techniques et des traditions culinaires uniques qui perdurent encore aujourd'hui. Cette fusion avec les influences des colons espagnols a donné naissance à une gastronomie distinctive, caractérisée par l'abondance des produits de la mer, des légumes locaux et des traditions culinaires transmises de génération en génération. Le savoir-faire culinaire de Chiloé repose sur des techniques ancestrales. Par exemple, la cuisson à la vapeur sous terre, connue sous le nom de curanto, est un procédé traditionnel qui remonte à des siècles. Les ingrédients, fruits de mer, viande, pommes de terre, légumes, sont cuits ensemble sous les terres chauffées et recouverts de feuilles de nalca, créant ainsi une sorte de festin souterrain. Parlons maintenant des ingrédients locaux emblématiques de la région. La pomme de terre est sans doute le plus célèbre, Chiloé étant le berceau de nombreuses variétés de ce tubercule. L'ail de Chiloé, avec sa saveur douce et subtile, est également très apprécié. Les types de poissons et fruits de mer que l'on trouve à Chiloé incluent le saumon, les moules, les palourdes, les huîtres et les crabes royaux, qui sont des piliers de la cuisine locale. On trouve également des algues comme le cochayuyo, qui est souvent utilisé dans les plats traditionnels. Enfin, les baies et les champignons sauvages ajoutent des touches uniques aux préparations culinaires de l'île.
Passons maintenant au plat typique de l'île de Chiloé. Le curanto est sans doute le plus emblématique. Imaginez un mélange savoureux de moules, palourdes, porc, poulet, saucisses et pommes de terre, le tout cuit à la perfection sous terre. Une véritable explosion de saveurs. Un autre plat incontournable est le milcao, une galette de pommes de terre râpées, parfois farcie de viande ou de saucisses, et frites ou cuites à la vapeur. Le pulmai est une variante du curanto, mais cuite dans une marmite. Enfin, ne manquez pas de goûter aux différentes préparations de saumon, un poisson très présent dans les eaux chilotes. Pour ceux qui souhaitent découvrir ces plats, voici quelques recommandations de lieux où déguster la gastronomie de Chiloé. À Castro, la capitale de l'île, le marché municipal est un excellent point de départ. Vous y trouverez des stands de curanto et de milcao préparés selon la tradition locale. Dans les villages de Dalcahué et Chonchi, vous pouvez assister à des curantos communautaires, où les habitants se réunissent pour préparer et déguster ce festin traditionnel ensemble. À Ancud, explorez les marchés locaux et les ports de pêche pour découvrir la fraîcheur des fruits de mer et des poissons directement à la source. Les ports de pêche tels que Kemchi offrent également une expérience authentique, où vous pourrez observer les pêcheurs locaux et goûter à leur prise du jour. Et voilà, vous avez maintenant un aperçu de la richesse et de la diversité de la culture gastronomique de l'île de Chiloé. La prochaine fois que vous visiterez cette île magnifique, n'oubliez pas de goûter à ses spécialités pour une expérience authentique et inoubliable. On écoute maintenant notre conversation avec Victoire Batch, conseillère au sein de l'équipe des agences Voyage Exception. Avec elle, on a parlé de la région du nord-ouest de l'Argentine. Elle nous a parlé des lieux à visiter, mais aussi de coins plus secrets, et nous a partagé tous ses tips pour découvrir cette région d'Argentine qui allie paysages minéraux et colorés, petits villages pittoresques, culture et tradition. Salut Victoire, comment ça va ? Salut Anaïs, ça va très bien, merci beaucoup. Et toi ? Ça va, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est la deuxième fois que tu viens à notre micro. Bien, je t'en prie, avec plaisir. C'est effectivement la deuxième fois qu'on est à l'antenne. Alors pour commencer, et pour ceux qui n'auraient pas entendu le premier épisode où tu es intervenue, est-ce que tu pourrais nous redire en quelques mots qui tu es et ce que tu fais au sein de l'équipe de Voyage Exception ? Mais avec grand plaisir. Je suis conseillère chez Voyage Exception depuis maintenant quasiment 1 an et demi. Donc, comme le nom de poste l'indique, je conseille nos voyageurs sur leurs itinéraires, mais pas que. Je les aide à agencer le programme le plus adapté à leur envie, à leur intérêt, rythme, conditions physiques aussi, et puis budget, qui est aussi un point important. Et une autre partie sympa de mon travail consiste à faire des voyages de reconnaissance terrain, donc afin de parfaire mes connaissances, et par la même occasion, ouvrir de nouvelles routes, créer de nouvelles expériences, dénicher de nouveaux spots, restaurants, hôtels, aller à la rencontre d'actuels ou de nouveaux partenaires, afin de m'assurer d'offrir un service optimum et toujours des plus qualificatifs et exclusifs à nos voyageurs. Donc aujourd'hui, on va parler de la région du Nord-Ouest ou du Nord-Ouest en Argentine. Tu t'y es rendu il y a quelques semaines, ça tombe bien. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais la situer sur une carte et nous la présenter brièvement, s'il te plaît ? Absolument. Donc le Nord-Ouest argentin et non le Far West argentin comme son nom l'indique est situé dans le nord-ouest de l'Argentine. Comme son nom ne l'indique pas, par contre, cette région est divisée en plusieurs provinces. On assimile souvent le nord-ouest seulement à Salta, ce qui est en partie vrai, mais pas que. Donc du nord au sud, même si en réalité les régions s'enchevêtrent, on trouve Jujuy et sa ville principale du même nom. Après vient Salta, même histoire, sa ville principale du même nom, Tucumán et Catamarca. Pour rentrer un peu plus dans les détails de la région, c'est une région qui présente une vaste amplitude climatique de par ses reliefs et altitudes diverses. Quand on atterrit à Salta, vous êtes à 1200 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et quand on monte vers Cafayate, on commence à aller vers les 1600, 1600, Cachi 1800 et San Antonio de los Cobres, on avoisine les 4000, on est encore en dessous à 3700. Et Salinas Grandes, il me semble qu'on est un petit peu au-dessus. Donc pour parler un peu des altitudes et des différents secteurs du nord-ouest. Ok. Alors, en 2023, le Nord-Ouest était numéro 5 au classement des régions les plus visitées en Argentine,
Après Buenos Aires, Bariloche et les lacs, Iguaçu et ses chutes, et Mendoza et sa région viticole, à ton avis, pourquoi cet engouement? Qu'est-ce qui fait l'attrait de cette zone? Je dirais que premièrement, pour un voyageur européen ou canadien, c'est une région qui est extrêmement dépaysante, premièrement, qui est extrêmement variée en termes de paysages, enfin extrêmement, peut-être un peu extrême, mais très variée en tout cas, en termes de paysages et d'altitude, hein, justement de par cette amplitude d'altitude que je présentais précédemment. Et il y a une grande diversité également de cultures locales. C'est une région qui dispose d'une belle offre hôtelière également, de nombreuses vignes pour les amateurs de vin et pour couronner le tout, détail qui n'en est pas un, et je parle en tant que Française, je pense que tu ne me contrediras pas. Un point qui est très important pour nous, c'est la gastronomie. Donc c'est une région qui a de bons restaurants avec des produits locaux bien exploités, avec des chefs créatifs. Bon, je parle surtout dans la région de Salta. Voilà, donc c'est une région qui est intéressante et amusante, qui est presque ludique, parce que toutes les journées sont très différentes en termes de paysages, de rencontres, de couleurs, culture locale. Je dirais presque d'un virage à l'autre ou d'un village à l'autre. Donc il y a plein de petites randonnées faciles, avec de super beaux points de vue, pas forcément besoin de gravir une montagne pour avoir de belles vues et en prendre plein la vue. Et puis évidemment, il y a des excursions qui demandent des conditions physiques un petit peu plus élevées, mais ça c'est des choses que nous on voit au préalable. Voilà, on en discute avec les clients, etc. Donc rien n'est sorcier et tout est adapté et faisable dans la mesure qu'on propose. Voilà. Donc s'il y a des choses un petit peu plus techniques, on va dire, c'est accompagné. Voilà. Très bien. Alors, quand on l'inclut dans un voyage en Argentine, par où est-ce qu'on s'y rend? Soit on y arrive par voie aérienne depuis Buenos Aires. On a un vol direct qui nous mène à Salta, qui est un peu la porte d'entrée qu'on prend usuellement pour arriver dans cette région. Voilà, on peut aussi y arriver par voie terrestre, par la route 40 depuis le sud, et également depuis les pays frontaliers voisins, la Bolivie. Donc c'est depuis la frontière Villazón-Chaca, en venant de la Bolivie, et puis autrement par le Chili. Plein de portes d'accès aériennes, terrestres, nationales ou j'allais dire internationales, mais on reste par les pays frontaliers voisins. Ok, super. Et une fois arrivé, quelles sont les choses à faire et les lieux à voir? Qu'est-ce qui compose un circuit classique, ou pas d'ailleurs, dans le nord-ouest argentin? Alors en arrivant, si on arrive par voie aérienne et qu'on arrive de Buenos Aires à Salta, généralement on arrive soit aux alentours de midi, soit en début d'après-midi, ça dépend voilà des horaires de vol ce jour. On peut commencer par passer une après-midi à Salta, visiter la ville, le marché artisanal, les différentes églises qui composent le centre historique de Salta, dormir à Salta même, dans un bel hôtel colonial du quartier historique, à l'habitude de proposer à nos clients, qui est une bonne façon de découvrir voilà, librement à son rythme Salta. Ça peut être aussi une découverte accompagnée. Voilà, ou sinon, passer la nuit dans un petit hôtel boutique avec piscine un peu excentrée, ou même dans la campagne environnante où on propose de belles estancias, de petits havres de paix. Généralement, une fois que les clients y ont dormi, ils veulent pas quitter la région ou quand ils commencent par une nuit là-bas, ils disent ah bon, il faut continuer le circuit, oui, mais voilà. Donc on a de belles offres hôtelières dans ce secteur-là. Voilà, donc ça c'est la proposition, commencer doucement par Salta, un après-midi, une nuit. Et sinon, on peut voilà, si on est pressé ou si on n'est pas très ville, on peut prendre directement la route pour Cafayate, c'est-à-dire la deuxième étape, traverser la Quebrada de las Conchas, qui offre des paysages et des couleurs absolument incroyables, entre parenthèses, et différentes en fonction de l'heure et de l'ensoleillement, bien évidemment. Le matin et l'après-midi, on va avoir des lumières et donc des reliefs extrêmement différents.
Voilà, donc c'est une route extraordinaire qui est rythmée par plein de points de vue, et plein est un petit mot quand on a vécu l'expérience, et des belles balades à faire, encore une fois, extrêmement accessibles pour, je m'aventurerai à dire, toutes les tranches d'âge. Voilà. Une fois qu'on est arrivé à Cafayate, quelle est la suite du programme? Alors, une fois qu'on arrive à Cafayate, bah encore une fois, le problème du Nord-Ouest, c'est qu'on n'a pas envie d'en partir. Nous, c'est vrai que on propose, généralement on propose une nuit. On pense peut-être à proposer 2 nuits parce que c'est une étape qui est très agréable, et souvent les clients nous demandent ou indirectement disent à nos guides, 2 nuits, ça serait peut-être sympa. Donc soit on refait une nuit, on profite, voilà, visite de ville, alentour, on profite de l'Estancia, voilà, pour atterrir dans la zone, ou voilà, si on a un rythme un petit peu plus, un rythme, mais bon, c'est pas très beau, mais on enchaîne sur le circuit de la région de Salta. Donc on part en direction de Molinos, on passe à Molinos, on va vers Seclantes, la route des artisans, après on va vers Colomé, vers Cachi. Donc tu viens de mentionner les petits villages de Molinos, Seclantes, Cachi, qui font un peu voyager. En quoi ça consiste cette petite boucle? Alors cette petite boucle dont tu parles, c'est un enchaînement de petits villages qui ont des choses assez différentes et complémentaires à offrir. Il y en a qui sont vraiment tout petits, avec petite place, une petite église, et très peu d'offres hôtelières, et puis d'autres qui sont un petit peu plus conséquents. Voilà, on arrive de Salta, qui est quand même une grande ville, hein, un dépaysement à Buenos Aires, bien sûr, mais on reste sur la ville. Cafayate, on réduit un peu, et puis après, dès qu'on part de Cafayate à Molinos, on est sur autre chose. Molinos, c'est un tout petit village avec une belle église toute blanche, avec sa structure toit en cactus, enfin intérieur. Il faut rentrer dans l'église pour l'apprécier. Il y a une très jolie hacienda, très bon chef. On y mange très bien, et on s'y repose aussi bien au frais l'été. On a vraiment de belles bâtisses coloniales très agréables, qui peut être une étape pour faire le lendemain une excursion dans les grottes. De là, on peut aussi se rendre à Seclantes, que tu mentionnais, donc petit village d'artisans, qui est sur la route en tout cas des artisans. On peut rencontrer des tisserands, voilà, toutes sortes d'artisanat local, autant dans le travail de la toile, du cuir, ou même de la céramique. Après, on peut se rendre à Colomé. Colomé, c'est une bodega qui offre soit d'y dormir, soit d'y goûter ses vins. Le fait de visiter la vigne permet aussi de découvrir un musée d'art moderne qui est très exclusif et vraiment original, de trouver ce genre de proposition dans le secteur. Par la suite, on peut se rendre donc à Cachi, petit village qui nous fait monter encore, en altitude. Il me semble que c'est de cette boucle-là, c'est le point le plus haut. Ouais, 1800, c'est le point le plus haut. Et puis après, pour fermer cette boucle, on revient à Salta. Cette fois-ci, pas pour dormir dans la ville même, mais pour dormir en périphérie, en campagne, dans une des 2 estancias avec qui on travaille, qui sont des lieux magnifiques. Super. Et alors, dans la région, est-ce qu'il y a d'autres choses à faire ou est-ce que ça s'arrête là? Alors non, ce serait trop simple si ça s'arrêtait là. En fait, ça c'est uniquement la boucle Salta. Pour tout vous dire, c'est ce qu'on propose quand on n'a pas un temps illimité. Alors, personne n'a un temps illimité, mais ça, c'est un peu la version courte, on va dire. Ou alors, souvent, c'est ce qu'on fait en autotour, parce que topographiquement, c'est la plus simple. Les routes sont bonnes. C'est quelque chose qui se fait facilement. Les altitudes sont pas encore trop élevées. Voilà, donc c'est des régions c'est une région, un secteur qui est praticable et relativement facile. Donc ça, c'est vraiment une partie du Nord-Ouest. C'est déjà bien représentatif, mais voilà, ça c'est la partie, on va dire, avec l'offre gastronomique et hôtelière la plus peut-être fine, travaillée. C'est la plus riche, la plus verte, la moins aride, je dirais. Donc, boucle fermée. Disons, Salta, on revient en fermant cette boucle. On peut de là prendre l'avion ou alors continuer la deuxième partie du Nord-Ouest, de Salta, passer à San Antonio de los Cobres. Alors, San Antonio de los Cobres, c'est une étape. On s'y arrête pas. C'est une ville
minière. On passe un col à 3009, on avoisine les 4000 avant San Antonio de los Cobres. À San Antonio de los Cobres, on a 3007, donc on descend un peu, on reprend un peu son souffle avant de passer à Salinas Grandes. Donc Salinas Grandes, c'est le salar argentin là qui fait connexion avec la région de Jujuy, donc l'autre partie du nord-ouest. Donc on peut découvrir le salar, faire étape quelques heures ou même une nuit si on le veut. On propose on propose de dormir sur le salar pour les plus aventuriers, on peut dire, les plus curieux. Et puis après partir donc la découverte de Tilcara, Purmamarca, toute cette partie qui va être beaucoup plus aride, donc en fait qui est vers la Bolivie, vers l'altiplano. En fait, on rentre dans la Puna, hein, tout ce secteur-là. Alors San Antonio, on a 3007, Salinas c'est un peu en dessous et Tilcara, voilà, Tilcara on est à 2005. Donc faut pas avoir peur des altitudes, parce qu'on se dit ah bah c'est très haut. Et en fait, tout est justement pensé pour que on traverse des hauteurs, voilà, des altitudes élevées en journée, certes, mais on va toujours essayer de dormir un petit peu en dessous pour pouvoir, c'est quand même de bonnes nuits. Donc voilà, ça c'est la partie Jujuy. Donc Tilcara, Purmamarca, on peut après passer en Bolivie, Villazón, ou revenir à Salta. Beaucoup de choix, oui. Il y a de tout, mais principalement de très bonne gamme, surtout dans le secteur de Salta, qui est la région la plus riche du Nord-Ouest. Mais voilà, dans tous les secteurs du Nord-Ouest, que ce soit là, Salta, Jujuy, voilà, il y a de très bons hôtels, d'autres plus simples, mais même très corrects et agréables. Il y en a pour tous les goûts, pour ceux qui aiment l'authenticité, pour ceux qui aiment les petits hôtels boutiques de charme, qui sont plus domaine viticole, même pour ceux qui ont envie de faire une partie de golf. On a ça, on a ces hôtels, on a des cassonades d'époque. Donc oui, c'est assez varié en termes de standing, en termes de structure et en termes de goût et puis aussi de portefeuille. Donc il y en a autant pour les lunes de miel que pour les familles qui viennent en autotour et qui veulent quand même faire attention à leur budget. Ok, super. Combien de jours tu recommanderais au minimum pour profiter de ce séjour dans le Nord-Ouest? Et combien si on est large et qu'on veut prendre son temps sans faire de compromis dans le programme? Par exemple, combien de jours pour la boucle qu'on propose quand on a peu de temps et combien si vraiment on veut se faire plaisir et qu'on veut continuer ensuite vers Purmamarca, Tilcara, etc., comme tu disais? Alors pour la petite boucle juste Salta, donc juste une partie du Nord-Ouest, 5 jours, c'est bien. 4 jours, ça paraît quand même un petit peu short. 5 jours, c'est bien, c'est le minimum, je dirais. C'est ce qu'on suggère, nous, fortement, de pas faire moins. Ce serait pas très agréable et je pense que ça ferait peut-être un petit peu mal à la tête. Après, pour la boucle, ça dépend vraiment du rythme de chacun et du temps disposé, parce que on peut faire 10 jours, comme on peut faire 15 jours. Si on a envie de dormir 2 nuits dans chaque hôtel, parce que, par exemple, on sait que à Cachi ou alors à Cafayate, l'hôtel dispose d'un spa et l'hôtel voilà a une vigne voisine, et en fait on a envie d'avoir dans notre programme une journée, on a envie de profiter voilà de ces infrastructures là, d'être à son rythme, on va dire. Le temps peut être doublé, donc là ça peut être de 5 à 15 jours, je dirais facilement. Et si on veut prolonger le voyage, avec quelle région est combinable le Nord-Ouest, notamment si on veut éviter de prendre l'avion et de perdre du temps dans les aéroports? Alors, on peut combiner le Nord-Ouest avec Mendoza et ses vins. C'est partie aussi de la route des vins. On peut rejoindre par la route 40 en passant par Talampaya et Ischigualasto. Donc ça, c'est une option si on veut continuer dans la veine du vin et de la route. Autrement, on peut passer en Bolivie, par le sud de la Bolivie, Villazón, par la Quiaca, puis Villazón, ainsi rentrer vers Tupiza, en Bolivie. Et puis, autrement, on peut rejoindre le Chili avec le désert d'Atacama. Super. Quelle est la meilleure période de l'année pour découvrir le Nord-Ouest? Alors, déjà, le Nord-Ouest argentin se visite toute l'année. Chaque époque a ses avantages et inconvénients, comme tout dans la vie.
en hiver, donc en hiver austral, c'est-à-dire inversé à l'Europe. C'est de juin à août. Le ciel est bleu, mais il fait froid. Et les journées sont plus courtes. Donc c'est un rythme aussi qui s'adapte à l'ensoleillement. Donc c'est quelque chose qu'il faut savoir. Il y a l'automne, donc de septembre à novembre, qui pour le coup est plus venteux. Donc les meilleurs mois pour visiter le Nord-Ouest, je dirais octobre, novembre, avril et mai. Voilà. Et si on veut rencontrer, être ému ou subjugué par les couleurs de l'automne, il faut venir en mois d'avril. Ok, super. Alors si on fait un point de nourriture maintenant, on en a un petit peu parlé déjà. Est-ce qu'il y a des spécialités régionales à goûter absolument? Oui, bien sûr, absolument. La fameuse, déjà pour commencer, la fameuse les fameuses empanadas salteñas. Sachant que voilà, j'insiste sur les parce que elles sont en fonction de qui les fait et où vous les mangez très différentes. Si vous allez goûter, et je vous souhaite de toutes les goûter, celle de Doña Salta, celle de la Hacienda de Molinos, bon, et autres, elles sont toutes là très différentes. Voilà. À vous d'en juger. Il y a à goûter absolument, voilà, pour les plus de 18 ans, le cépage Torontes, de très bonne viande. Et dans la partie rourouille, on a l'ariaco, qui est une soupe, c'est pas une cazuela, c'est un mélange entre une cazuela et une soupe avec de la pomme de terre, du maïs, de la citrouille, de la viande, et haricots. Enfin, chacun l'a fait un peu à sa manière, le secret de la grand-mère, mais alors c'est un plat assez contundente, comme on dit ici, pour bien tenir le rythme de la journée. Les humitas aussi, comme au Chili, ailleurs, dans ces zones-là, il y a beaucoup de maïs. Donc c'est pour ça qu'on retrouve ces humitas, une spécialité de maïs, un peu comme les tamales mexicains, où on fait cuire la pâte de maïs dans la feuille de maïs, donc sur les cendres ou dans les fours en grès. Donc voilà, encore une fois, en fonction des méthodes de cuisson, on n'obtient pas du tout les mêmes saveurs. Valable aussi pour les empanadas. Hein. Et alors pour ceux qui aiment ramener des souvenirs et gâter leurs proches au retour d'un voyage, quels sont les objets ou les produits typiques de la région que l'on peut trouver? Alors, je parle à une fan de... J'adore voyager, ramener plein de choses. Je pense que je voyagerais juste pour ramener plein de souvenirs. Donc, il me semble que c'est une région qui s'y prête bien. Je vous ai fait une petite liste pour tout type de, tout type de profil. Bon, pour les gourmets, pour les plus gourmets d'entre vous, je dirais dulce de leche des cabras, donc confiture de lait de chèvre, fromage de chèvre. Alors pour le coup, le fromage de chèvre, l'idée c'est de peut-être essayer de le garder. C'est difficile. Si on achète un fromage frais, on a tout de suite envie de le manger, mais voilà. Donc est-ce qu'ils vont réussir à arriver jusqu'à la maison? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce sont des produits qui sont achetés là-bas et qui sont délicieux. Il y a aussi des spécialités. Je sais pas si c'est officiel, mais c'est des choses qui se font beaucoup dans les maisons et on peut en retrouver aussi sur les tables du petit déjeuner dans ces régions-là. Ce qu'on appelle les dulce de zanahoria, dulce de tomate, ce sont en fait des confitures de carottes, confitures de tomates, comme il peut exister le dulce de membrillo, qui est douceur De coin. de coin. Voilà, c'est des petites confitures qui se mangent avec du fromage de chèvre, justement, ou voilà, sur une tartine au petit déjeuner. On peut trouver aussi des saucissons, tout ce genre de choses. Donc ça, c'est pour les gourmets. Mais on peut être gourmet et aussi fan de design, et on peut ou aimer la
belle vaisselle. Donc on peut acheter de la vaisselle en céramique brute. On trouve et souvent sur le bord des routes ou dans les magasins de petits artisans. Voilà, on peut choisir d'acheter un peu partout où les choses se présentent. Il n'y a pas de mieux, de moins bien. Donc on trouve des vaisselles en terre très rouge, ocre, et d'autres en terre plus noire. On peut acheter aussi de beaux tapis en laine colorée, des breloques décoratives, des poupées artisanales, des beaux tissages, des effards, même des vêtements. Pour ceux qui aiment la mode, justement, pour ramener des écharpes en laine d'alpaga, des pochettes brodées, des grands chapeaux, des ceintures en cuir. Voilà. Et puis pour la famille, du vin partagé, encore une fois pour ceux qui boivent du vin. Et puis et pour les ésotériques, du palo santo, des encens, des samueros. Donc c'est des petits ustensiles pour faire brûler l'encens. On en trouve pas mal là-bas. C'est assez joli, même si on veut pas faire brûler l'encens dedans. C'est des objets décoratifs qui sont sympas à exposer chez soi. Quel serait ton conseil pour les personnes qui nous écoutent et qui sont dans la préparation de leur circuit dans la région de Salta en Argentine? Alors, choisir la bonne saison, choisir les bons compagnons de voyage, prendre son appareil photo ou son téléphone. De nos jours, il y a de très bons téléphones, ceux qui aiment bien avoir leur appareil technique, et puis il y en a qui aiment bien avoir leur téléphone, ou même les deux, avec une bonne mémoire, très important, parce que c'est tellement une région, des secteurs avec des paysages différents à chaque virage, que ça peut être frustrant de pas avoir assez de mémoire sur son appareil photo, sur son téléphone. Donc ça, c'est vraiment important. Peut-être une petite batterie externe ou que sais-je, pour vraiment pas être frustré. Trouver les bons spécialistes aussi de la région. Faire appel à un guide. Un guide, c'est indéniablement une super valeur ajoutée dans la région. Un guide, c'est l'assurance de voir d'aller à l'essentiel, de vous laisser porter à votre rythme toujours. C'est pas un rythme imposé, c'est vous qui donnez le ton, et puis votre guide il s'adapte. Donc ça c'est vraiment un gros plus. Voilà. Ok. Bah, ça va peut-être rejoindre le dernier point, mais est-ce qu'il y a des précautions à prendre vis-à-vis de l'altitude? Peut-être que du coup, le guide peut être un bon atout par rapport à ça aussi? Tout à fait. Tu parles de l'altitude et de l'altitude, de l'attitude de l'altitude. Et absolument, le fait de faire ce voyage avec un guide, ça vous assure un rythme aussi, ne serait-ce que qu'en voiture, la façon dont on va prendre les virages, quand est-ce qu'on va s'arrêter pour faire une prise photo, les petits conseils sais-je, de respiration, de bien boire de l'eau, d'aller lentement, de pas courir en haut du point de vue photo, même si ça donne envie, parce que c'est sûr que c'est plein de toutes petites choses qui font que on va mieux vivre ou un peu moins bien l'altitude en fonction des personnes, et c'est même pas forcément tout le temps juste l'âge ou l'habitude, c'est vraiment selon chacun. Je vois par exemple à l'Ornocal, donc les 14 colores, on est à 4100, 4200. Vous êtes avec un chauffeur guide. Oui, et par exemple à l'Ornocal, donc les 014 colores, on est à 4200. Voilà, il y a évidemment des précautions à prendre si on veut vivre au mieux l'altitude, ne pas se sentir, sais-je, éventuellement mal, ou ça peut être psychologique parfois aussi. Donc le fait d'être avec un guide, déjà, on se décharge mentalement. Voilà, si on se sent
un peu essoufflé, ce qui peut arriver. C'est pas du tout effrayant, c'est normal jusqu'à une certaine limite, mais le guide peut dire, bah, voilà, non, il n'y a pas d'oxygène, on ne donne pas d'oxygène en Argentine, ça c'est un point à savoir, il n'y a pas de, pas comme en Bolivie, on va pas vous donner de l'oxygène parce que voilà, on se sentait mal, mais on redescend, donc le guide il prend le volant, et puis vous asseyez tranquillement, et puis on perd un peu d'altitude. Donc ça c'est, je dirais que justement dans ces zones qui sont plus en altitude, euh, voilà, je vais dire un guide est nécessaire. Non, tout le monde peut très bien se débrouiller tout seul, partout, tout le temps. Mais c'est pas le sujet. C'est de dire, nous, on préfère vraiment proposer à nos clients cette zone-là avec un guide pour des raisons, euh, je dirais, de sécurité. C'est pas des zones qui sont dangereuses, mais on pense que c'est quand même beaucoup plus agréable pour les clients de profiter de ces zones et de ces altitudes en étant totalement déchargé mentalement et d'être totalement rassuré. À qui recommanderais-tu la visite du Nord-Ouest argentin? En vrai, à tout le monde. Aux familles, dire d'une famille nombreuse, ou même ça peut être plusieurs familles qui viennent dans différentes voitures, qui restent voilà, dans des estancias, il y a la place pour plusieurs familles et d'autres personnes. Hein. Voilà, des amis de tous âges. En réalité, un jeune couple, un couple en lune de miel. Ça peut être voilà en autotour avec une bonne voiture. En réalité, toutes les voitures sont adaptées, sont bonnes, hein, mais donc en autotour ou en chauffeur guide, avec une forme physique voilà correcte, mais pas non plus besoin d'être un alpiniste, hein. Loin de là. Bon, effectivement, si on commence à monter en altitude dans certaines zones, si on a des problèmes cardiaques, nous, on demande toujours. Hein, quand on organise un voyage avec nos clients, on demande si on a des problèmes de santé, problèmes cardiaques. Donc, si vous me dites on a des problèmes cardiaques, bah, on va dire ce village-là, un peu haut, peut-être qu'on va pas y aller. Mais s'il n'y a pas de problème cardiaque, faut juste pas psychoter. Pas psychoter, c'est souvent beaucoup dans la tête. Et donc voilà, c'est vraiment une zone qui est pour tout le monde. Voilà, et puis qui est assez et qui est assez, je veux dire, la zone est flexible. Non, la zone ne l'est pas, mais la zone est comme elle est. Mais les parcours sont adaptables. On peut très bien dire bah cette zone on la fait pas parce qu'elle est un petit peu plus technique ou un petit peu plus élevée. Et puis évidemment, on proposera pas exactement la même chose à plusieurs familles qui viennent en autotour et qui voyagent ensemble qu'à un couple en lune de miel ou à des personnes qui aiment marcher ou voilà. Donc c'est nous qui sommes flexibles et le terrain est comme il est et on s'adapte. Parfait. Avant de conclure notre conversation, Victoire, un petit mot de la fin pour convaincre ceux qui hésitent encore? Le Nord-Ouest, c'est une région incontournable de l'Argentine. C'est voilà comme je le disais au début de notre interview, c'est pour un Européen, pour un Canadien, c'est une région qui est extrêmement dépaysante et qui est super riche en termes de culture locale, en termes de paysages, en termes de structure hôtelière, en termes de gastronomie. Donc et en peu de jours, on voit énormément de paysages. Enfin, on en prend plein la vue en fait. Donc c'est vraiment une destination qui est extraordinaire. Ben, merci beaucoup Victoire d'être revenue à notre micro. Je t'en prie. À quand la prochaine? Oui, c'est ça. Il faudra qu'on trouve une autre destination. À bientôt. Ciao. Comme d'habitude, on conclut en culture. Si notre carnet de voyage et notre conversation avec Victoire sur le nord-ouest argentin vous inspirent, vous pouvez aller plus loin dans la découverte de cette région en lisant les livres d'Héctor Tizón. Cet écrivain argentin, originaire de la province de Jujuy, a choisi sa terre natale comme décor de la plupart de ses romans. Par exemple, dans La beauté du monde, paru en 2007 aux éditions Actes Sud, il livre une ode au nord-ouest argentin, en louant ses couleurs, son climat aride,
l'authenticité de ses habitants à travers ses personnages. Quant au roman Lumière de cruelle province, paru en 1999 aux éditions du Serpent à Plumes, il a reçu en France le prix Deux Océans. Hector Tisson a également été fait chevalier des Arts et des Lettres en 2005. Si vous décidez de lire l'un de ses romans, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en aurez pensé sur la page Spotify de cet épisode, dans un avis sur Apple Podcasts ou bien sur Instagram ou Facebook. À très vite! Merci d'avoir écouté cet épisode de Destination Amérique du Sud, le podcast produit par les agences Voyage Exception. Si nous vous avons donné le goût du voyage, n'hésitez pas à faire un tour sur nos sites internet, dont le lien se trouve en description. Il regorge d'informations sur ces destinations fascinantes. Pour nous soutenir et faire connaître le podcast à d'autres voyageurs, vous pouvez lui mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts. Pour suivre nos aventures et nos actualités, 2 possibilités. Vous pouvez nous suivre sur Instagram et Facebook grâce au lien en description et vous abonner à notre newsletter mensuelle depuis nos sites internet. Merci et à bientôt pour un prochain épisode d'aventure en Amérique du Sud.